Bonjour et bienvenue sur le podcast Un si bon terme, le podcast où on parle de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on reçoit Océane Sorel, que vous connaissez peut-être sous le nom de The French Virologist sur Instagram. Elle fait de la vulgarisation scientifique autour de la santé et des microbes, et elle en a même fait un livre et une newsletter si jamais les réseaux sociaux, c'est pas votre truc. Océane, elle a 2 doctorats, un en médecine vétérinaire et un en virologie et en immunologie. Et je vous avoue que j'ai plein de questions pour Océane. Déjà parce qu'elle vient du monde académique et si vous allez voir ses vidéos, vous verrez qu'elle a beaucoup d'autodérision. Elle se déguise, elle utilise de l'humour pour faire passer ses messages scientifiques. Et c'est pas donné à tous les chercheurs d'oser à ce point se mettre en scène. Surprenamment, après l'avoir interviewée, je sais aujourd'hui que c'est un lien avec son syndrome de l'imposteur. Je vous laisse découvrir. On va aussi beaucoup parler de désinformation scientifique, de comment est-ce qu'on essaie de lutter contre ça, et aussi de quelque chose où c'est finalement assez facile de faire passer des messages simples à base d'exemples, mais c'est beaucoup plus compliqué de faire passer des principes scientifiques. Donc on est sans arrêt obligé de passer par des exemples plutôt que d'expliquer vraiment le principe sous-jacent. Et donc ça c'est intéressant, notamment pour la désinformation. Océane vit en Floride, moi je vis au Québec, et notre auditoire à toutes les deux est en France. Donc on en parlera à la toute fin, mais surtout ça veut dire qu'on se parle en visio. Et pour la visio, j'ai utilisé Riverside qui sponsorise ce podcast. Le gros intérêt de Riverside quand on fait un podcast, c'est qu'il enregistre les 2 flux vidéo et audio localement, de sorte que finalement, la qualité de l'internet n'est plus si pertinente que ça. Après l'enregistrement, moi je récupère la vidéo et l'audio en qualité originale. C'est beaucoup mieux et c'est un gros stress en moins quand on fait un podcast. Au-delà de l'enregistrement local, il y a une autre option qui est vraiment ma préférée, c'est la transcription. Il se trouve que je sors une formation en ligne bientôt et je voulais ajouter des sous-titres à la formation. Et bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes vidéos de formation sur Riverside, donc en attendant j'avais enregistré autrement via une autre avec ma caméra, et en à peine quelques minutes, j'ai mis ça en ligne et j'ai pu générer des sous-titres de qualité. Et pour l'instant, c'est de loin l'application à laquelle moi j'ai accès en tout cas, qui me génère les meilleurs sous-titres. Ils enlèvent les répétitions, les ponctuations sont enfin au bon endroit, c'est rare. Et aussi, option très intéressante, on peut faire du montage vidéo à partir du texte. Donc genre, vous sélectionnez le texte que vous ne voulez pas, et ça fait des coupes. Super propre. Et bim, vous avez votre montage. Il n'y a plus qu'à exporter le texte ou la vidéo comme vous voulez. Si ça vous intéresse d'essayer, que ce soit pour un podcast, des communications internes dans votre entreprise, des transcriptions d'interviews, que sais-je, vous pouvez aller vous inscrire gratuitement via le lien dans les notes ou la description et vous aurez 15% de réduction avec le code bon terme. Allez, on retourne à Océane et je lui laisse la parole parce qu'elle en parle, ma foi, en si bon terme. Comment est-ce que toi t'es arrivé à faire les réseaux sociaux ? Il y a eu un déclencheur ou... Oui, c'est le Covid, le déclencheur. Les vaccins contre le Covid. Gros déclencheur. Tu t'es dit ça peut plus durer, les gens croient Mais en fait, n'importe c'était quoi, crescendo, c'est même pas... En fait, ce qui s'est passé, c'est j'ai commencé à en parler... Quand les vaccins contre le Covid sont sortis, en 2021, enfin, c'est sorti en décembre, puis après, les gens commençaient à se faire vacciner en janvier. En fait, j'avais plein de gens qui venaient me poser des questions sur mon compte Instagram privé. Tu vois, j'avais un petit compte Instagram où je mettais des photos des enfants, de ce qu'on faisait pour la famille, des amis en France, etc. Comme ça, ils suivaient un peu ce qu'on faisait. Mais j'étais un petit compte, hein. J'avais peut-être, je sais pas moi, 800 000 abonnés maximum. Et il y avait plein de gens qui savaient que je faisais ça, donc ils venaient me poser des questions en mode inquiet, tu vois, parce qu'il commençait à y avoir des fake news sur les vaccins. Et en fait, je commençais à répondre en message privé à tout le monde. Ça me prenait beaucoup de temps. Je répétais tout le temps la même chose. Puis après, du coup, je faisais des stories sur mon compte privé qui était ouvert. Bon, c'était un compte privé ouvert, donc il y avait beaucoup. Et en fait, il y avait plein de gens qui du coup, partageaient mon compte parce que je répondais aux questions. Donc, il y avait plein de gens qui arrivaient sur mon compte privé. Et en fait, ça commençait à me faire peur parce que c'était un compte privé. Je me suis dit, oh là là, c'est pas du tout fait pour ça. Et je me suis dit, je vais créer un compte séparé pour parler de ça. Vraiment, mais je savais ni comment j'allais le faire, j'avais pas du tout de stratégie. J'étais pas du tout partie en mode, je vais créer un compte communication scientifique et ça va cartonner, tu vois. Donc j'ai commencé à juste expliquer par des petits posts, à débunker des trucs, etc. Et en fait, ça a pris une ampleur, mais de fou. En quelques mois, il y avait un besoin d'information qui était énorme. Et je crois qu'arrivé à l'été, c'était en février ça, je l'ai créé en février 2021. Arrivé à l'été 2021, j'avais déjà 70 000 abonnés, enfin c'était un truc de fou. Et alors que j'avais jamais fait de vidéo de ma vie, je savais même pas comment éditer une vidéo. J'avais jamais créé des posts comme ça sur les réseaux, c'est vraiment
venu comme ça, et petit à petit, après, en fait, donc je parlais au début beaucoup du Covid, des vaccins, etc. Et puis après, j'ai étendu petit à petit à d'autres maladies, parce qu'en fait, il y avait un besoin d'infos de fou, il y avait plein de questions, des gens me posaient plein de questions sur le CMV, sur plein d'autres trucs. Et en fait, de fil en aiguille, c'est parti comme ça. Et donc, les gens venaient te poser des questions parce qu'ils avaient vu docteur en virologie ou... Ouais, quand j'ai juste sur mon sur compte ça privé, en fait, j'avais beaucoup de ma famille et de mes amis qui me connaissaient, donc ils savaient ce que je faisais. Bien sûr. Tu vois, que j'étais, donc, c'est du bouche à oreille hors Instagram, en fait, qui a fait venir pour la première fois les gens sur Instagram. Ah ouais. Et j'ai fait aussi, je crois qu'il y a un gros déclencheur qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés sur mon compte au départ. C'était mon compte privé au départ. C'est que j'ai fait un live avec Cécile Nisila. Elle est en Californie, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. C'est une expat, une copine, que je connais. On se suivait sur Instagram depuis des années, si tu veux, parce elle vit en Californie. Elle a une chaîne YouTube. Elle a, je pense, plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Mais elle raconte sa vie d'expat, etc. Tu vois, pas du tout un truc de science ni rien. Et en fait, elle avait plein de questions. Et donc, en fait, un jour, elle me dit, est-ce que tu veux faire un live avec moi? Parce que ma communauté, ils sont en panique avec les vaccins, et comme toi, c'est ton domaine, on fait ça. Donc on a fait un live où j'ai répondu à plein de questions. Et en fait, du coup, il y a plein de gens qui sont arrivés sur mon compte privé. Et en fait, j'avais beaucoup trop de monde, ça commençait à me faire flipper parce que tu vois, j'avais toutes les photos de ma famille, de mes enfants, etc. Donc j'ai dit, ok, on va séparer les choses, je vais créer un compte et je vais essayer de faire un truc avec ça. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais on va commencer comme ça. Et ça a démarré comme ça. C'est fou parce que ça ressemble à... Ah, t'as pas eu le choix? On est venu te chercher, finalement. Ouais, après, j'ai eu le choix, j'aurais très bien pu te dire, je m'en fous, tu vois, mais c'est vrai que je sais pas, j'avais l'impression que, en plus, ça a aidé vachement j'avais l'impression que ça a aidé vachement les gens disaient merci, ils étaient c'était tellement angoissant, cette période. Enfin, de la période Covid, c'était vraiment une période très angoissante. Au début, parce qu'on n'avait pas de solution et qu'il y avait des morts, des gens à l'hôpital et que c'était catastrophe. Et puis quand on a eu la solution, il y a beaucoup de gens qui n'en voulaient pas et qui faisaient circuler des fausses informations, ce qui faisait angoisser encore plus d'autres gens qui considéraient éventuellement ça comme une solution. Donc, il fallait un peu... et en fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas assez d'infos, de manière générale, que c'était dur de trouver les infos quand t'es pas dans le domaine. Quand t'es dans le domaine, tu vas voir les papiers, tu te dis c'est bon, c'est hyper safe, tu vois, tu sais, mais c'est vrai que quand tu es pas dans le domaine, ça peut te faire flipper quand on te raconte des trucs, ça va te changer ton ADN, thérapie génique, des trucs vraiment que... Et donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et il y avait vraiment une grosse demande, je crois. Mais il y a une grosse demande de manière générale d'information scientifique, de vulgarisation. Et on n'est pas beaucoup à le faire par rapport à la demande. Ouais. Et ce serait bien que ça se démocratise. Donc, plus on est à le faire, et mieux c'est. Et voilà, de plus, en 2021. Ouais, c'est ça. Moi, je connais ton compte aujourd'hui où tu te mets beaucoup en scène, où tu mets des déguisements et tout. Et finalement, l'essentiel du contenu, souvent, il est plus dans la description que dans la vidéo. Souvent, tu as ce choix-là. Est-ce que ça dépend des fois, mais ça dépend des fois. Ça dépend des formats. Après, ça arrivait après la mise en scène. C'est vrai qu'au début, je parlais beaucoup. C'est ça que j'allais te demander. Ouais. Non, au début, c'était pas du tout comme ça. J'étais plus sérieux. Je faisais pas mal de blagues en story parce que je suis comme ça en fait dans la vraie vie, mais surtout sur les trolls t'avais beaucoup de trolls et de haters, donc je rigolais beaucoup avec ça. Et puis après, j'ai créé des personnages parce qu'en fait, je trouvais, moi, ça m'amusait de le faire comme ça. C'était un truc, un passe-temps. Je voulais pas que ça devienne chiant de le faire. Donc, c'était une façon aussi puis c'était une façon de garder ça fun parce qu'il y avait tellement d'attaques de trolls, de haters, de complotistes. Le fait de te mettre en scène, c'est ça qui permettait de faire ça de manière fun, ouais. C'était une façon de dédramatiser un peu. Puis ça rassurait peut-être les gens, le format est un peu rassurant, tu vois, parce que tu parles de trucs quand même vachement, parfois graves, des trucs maladies mortelles. T'as pas forcément, c'est un peu lourd d'en parler. Et on me dit que si le format est fun, alors parfois il y a des informations dans la description, quand c'est des vidéos parlées, etc. Je donne beaucoup d'infos, puis après, dans la vidéo elle-même, et après, il y a toujours un complément en description avec les sources, etc. Et parfois, quand c'est juste, ce que j'aime bien, c'est, dériver des trends, là, où il y a, tu fais du playback, là, pour faire passer une info.
Et en général, là, je mets toute l'explication dans la description, mais par contre, la grosse info, le take-home message, il est toujours dans la vidéo. Parce qu'en fait, les gens, ça aide à s'en rappeler. Parce que parfois, il y a des gens qui me disent, ah, mais je me souvenais de ça, parce que je me souviens de toi, allongé par terre, déguisé en virus, qui fait la con, tu vois. Et c'est des gens ça marque, et les gens, après, ils s'en souviennent. C'est marrant. Donc toi à la base tu l'as fait plus parce que tu voulais dédramatiser pour les haters et tout, et tu t'es rendu compte que finalement ça a aidé à la mémorisation des gens, quoi. Ça a aidé, ouais, et ça a aidé aussi à ça capte l'attention en fait aussi des gens. Je me rends bien compte que souvent les vidéos qui marchent le mieux, c'est pas les vidéos où je parle le plus, ce qui parfois est un peu décourageant parce que les vidéos où t'as bossé beaucoup, où tu fais quand même une vidéo très structurée, tu vois, très rigoureuse, etc. Et ben en fait parfois je fais pas assez de vues, enfin je fais pas beaucoup de vues. Tu te dis en fait j'ai plus bossé sur celle-là. Genre par exemple là j'ai une vidéo qui a fait 5 millions de vues, mais ça m'a pris à peu près 20 secondes de la journée. Ouais. Alors que celle que j'ai fait sur je sais pas moi, il y a un autre truc plus compliqué où il a fallu plus que j'aille dans les papiers, tu vois, commencer à lire des reviews, etc. pour vraiment faire une bonne synthèse. Elle a fait 50 000 vues, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est le jeu, tu vois, c'est un peu ça. Et je connais ce jeu. Mais 50 000 vues, c'est déjà énorme, hein, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu compares 5 millions à 50 000, ça fait un ratio quand même un peu différent. Mais voilà, en fait, les deux formats fonctionnent. Enfin, j'ai plusieurs formats. J'ai pas un format spécifique. Ouais. J'aime bien jouer avec les formats. C'est ça qui est marrant, je trouve. Ouais. Tenter des trucs, tester des trucs. Parfois, je fais de la voix off. Parfois, je fais juste, je parle devant la caméra. Parfois, je fais juste la con en faisant du playback. Enfin, ça dépend. Et est-ce que les vidéos qui marchent le mieux, c'est celles où finalement il y a... Tu avais l'air de dire celle qui marche le mieux, c'est celle où tu fais la con et puis les infos sont en description. Est-ce que tu penses que les gens vont quand même lire la description ? Il y en a beaucoup qui lisent, ouais. Beaucoup qui lisent. Après, souvent, celles qui marchent le mieux, c'est aussi celles qui font réagir, hein, honnêtement. Quand tu dis aux gens, il faut pas décongeler, par exemple, à température ambiante, celle-là, je sais que celle-là, elle marche toujours parce que les gens sont persuadés qu'on peut le faire. Alors qu'en fait, il faut pas le faire. Et en fait, c'est tellement quelque chose qui est acquis dans nos habitudes que, en fait, les gens sont choqués, donc forcément, ils restent à la regarder et du coup, l'algorithme la pousse, etc. Et alors après, quand ils veulent savoir pourquoi on peut pas dégeler, mais ils vont être obligés de lire la description. Alors parfois, il y a toujours des gens qui sont réactionnaires et qui vont réagir et qui vont répondre en commentaire sans avoir lu la description. Bien sûr. Dans ces cas-là, il y a toujours des gens qui disent mais il faut lire la description, tu vois, ils répondent à ma place. Mais l'info est toujours là et je veux pas tomber dans l'excès inverse de dire je vais créer des vidéos pour faire des vues, mais sans message intéressant ou sans message de santé publique ou de vulgarisation. Il faut toujours qu'il y ait au moins un truc éducatif dans la vidéo. Sinon, ça sert à rien. Enfin, sinon, c'est juste faire le clown pour faire le clown. Enfin, c'est pas mon but, tu vois, à la base. Je suis pas comédienne. Donc je veux pas devenir juste dire, je vais refaire cette traîne, sans même réfléchir. En plus, c'est ça qui m'amuse le plus, c'est de me dire, je vais prendre une traîne et je vais essayer de faire passer un message santé publique là-dedans et comment je vais pouvoir tourner le truc pour que ça fasse pas bizarre non plus, tu vois, et que ça passe. C'est la partie créativité de la chose, quoi. Ouais, c'est trop marrant. Non, moi, j'adore. Parce qu'en plus, après, tu vois le produit final et tu dis, comment je suis passée de ça à ça, c'est pas possible. Voilà, ouais. Est-ce que tu mesures un peu l'impact de... T'as un moyen de mesurer l'impact de ce que tu dis sur la vie des gens ? Un moyen de mesurer, pas vraiment. J'ai juste l'impression parce que... J'ai juste les retours des gens c'était beaucoup pendant le Covid où les gens disaient grâce à toi j'ai fait vacciner mon grand-père, mon père, moi-même. Tu vois, ça c'est des choses qui t'encouragent à continuer. C'est sûr que tu te dis tu vois, si j'ai réussi à protéger même 4 personnes, ça valait le coup de le faire. C'est clair. Après, maintenant, c'est étendu à d'autres trucs, mais par exemple, là, il y a la grosse campagne HPV en France, beaucoup de désinformation autour des HPV. HPV, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est? Papillomavirus. Si tu peux essayer, tu vois, de déstresser les parents en disant non, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, c'est safe. Il y a aucune indication que ça peut induire des maladies auto-immunes, des trucs comme ça. Et après, les gens, en fait,
ils te remercient, même s'ils se rendent pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir pour leur santé. Voilà, après, je cherche pas forcément, tu vois, le reward à tout ça, mais... Non, mais tu vois, il y a une question qui est assez difficile à répondre, je trouve, dans le métier qu'on fait, nous. C'est de dire, OK, on va amener de la bonne information. Ouais. Mais pourquoi est-ce que les gens nous croiraient, nous ? C'est ça. Et pas les gens qui sont en train de faire la désinformation, de la mauvaise information. Puis... aussi, on peut se tromper. On peut se tromper, ouais. On peut se tromper aussi. Et donc, il y a quand même une difficulté là-dessus de se dire, oui, on a de l'impact sur les gens, mais il faut qu'il soit bon, cet impact-là. Donc, il y a un stress pour nous de vraiment faire attention à ne pas se planter. Et comment est-ce que les gens peuvent... Est-ce que toi, tu fais attention de donner des marqueurs qui te rendent crédible, entre guillemets, pour les gens, pour qu'ils sachent que, a priori, toi, ce que tu donnes, c'est sourcé et que tout ça, ou est-ce que tu travailles là-dessus sur cet aspect crédibilité ? Je travaille pas spécialement dessus. Enfin, moi, le seul truc, c'est que je dis toujours aux gens, ne me croyez pas sur parole, vérifiez les sources, parce que je les cite toujours et j'en cite que pas que une, tu vois, je sais pas, une étude en mode cherry picking, j'ai pris celle-là parce qu'elle montrait ce que je voulais montrer. Je cite les sources. Souvent, il y a des sites de recommandations officielles, donc soit l'ANSES, le CDC, la FDA, enfin l'Europe, l'EMA en Europe, la HAS. Enfin, toujours, je vérifie toujours les recommandations. Et puis, je veux pas me mettre aussi non plus. Tu sais, les recommandations parfois elles sont pas les mêmes entre les pays. Par exemple, aux États-Unis, on recommande de vacciner contre la varicelle, pas en France. Je peux pas faire, tu vois, t'es obligé d'aligner un peu aux recommandations de ton audience et de t'expliquer pourquoi les recommandations en France sont telles qu'elles sont là et pas. Enfin, et moi, j'explique la rationnelle derrière ça. Après, c'est vrai que c'est dur. Parfois, je me suis posé la question hier parce que je suis en train de préparer justement une conférence sur des informations sur les réseaux. Et je me suis dit, mais comment on peut effectivement mesurer sa crédibilité sur les réseaux ? Et c'est vrai qu'à part les sources, je vois pas trop. Si, alors après, au fur et à mesure, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis sur les réseaux. Et tu vois, je travaille avec je pense avec l'Institut Pasteur, enfin des institutions qui sont elles très crédibles et qui sont, donc c'est un peu un gage de crédibilité parce qu'ils me font confiance. Donc c'est que tu vois, je raconte pas que des conneries, même si j'ai l'air d'être un peu de faire l'andouille sur Instagram. Mais il y a, tu vois, quand des organisations font appel à toi, la Ligue contre le cancer, l'Institut Pasteur, l'Office européen des brevets, enfin des trucs comme ça, des institutions, l'ANSES même avec qui je suis en contact assez régulièrement. Tu te dis que en fait oui, ta crédibilité, t'as tout à fait ta place sur. Mais ça c'est toi tu c'est pour soigner ton syndrome de l'imposteur, on va dire, si jamais tu l'as, c'est pour soigner le fait de te rassurer. Ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Mais ça soigne pas le fait que on voudrait aussi sensibiliser les gens à faire attention à l'information qu'ils récupèrent sur Internet. Exactement. Et est-ce qu'ils font vraiment attention à, quand tu écoutes telle personne, est-ce que tu vas vérifier son profil pour voir qu'elle travaille avec l'Institut Pasteur, pour voir qu'elle a un doctorat, tu vois, il y a pas forcément ce réflexe-là. Et donc, il y a une partie de moi qui me dit, ok, mais les gens qui me croient, c'est très bien parce que j'ai fait le travail pour que ce soit de la bonne information. Ouais. Mais d'un autre côté, s'ils me croient moi, ça veut dire qu'ils croient aussi très facilement à d'autres personnes, quoi. Ouais. Et donc on a cette problématique, selon moi, de crédibilité quand même. Oui. Et puis il y a des gens qui ont des diplômes et qui donnent de l'information de merde, et des gens qui n'ont pas de diplôme et qui donnent de la très bonne information. Donc il y a un mélange très. Alors très après, j'ai essayé de sensibiliser les gens tout ce qui est repérer la désinformation sur les réseaux, tu vois, avec des petites méthodes simples. Mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile, même parfois de décrypter le vrai du faux quand t'es pas dans le domaine, et qu'en plus ils font tout pour que ça paraisse crédible, tu vois, avec des arguments, ici des sources. Souvent c'est du cherry picking ou c'est des sources qui sont complètement pas crédibles, etc. C'est vrai que c'est dur, mais souvent je leur dis d'aller comparer avec les autorités de santé, ce qu'ils recommandent, enfin essayer de croiser les sources, vérifier l'auteur, la date, enfin quand est-ce que quand ça date, enfin c'est des petits tips comme ça. C'est pas, et parfois je dis aussi, s'il y a un consensus et que les gens sont en marge du consensus, ça veut pas dire que les gens qui sont en marge du consensus, ça veut pas non plus dire qu'on n'est jamais d'accord entre scientifiques, c'est juste qu'il y a le consensus avec la majorité, et après t'as toujours la minorité qui parle fort et qui donne l'impression qu'on n'est jamais d'accord, alors qu'en fait non, c'est pas du tout le cas, c'est juste qu'ils font beaucoup de bruit.
Donc c'est pas évident. Et aussi dire que c'est pas une opinion et que c'est basé sur des faits. Ça, j'ai un truc que je fais souvent, c'est que je dis souvent, je donne pas mon opinion. C'est vraiment soit des recommandations officielles, soit basées sur des faits et j'explique les faits. Et c'est quelqu'un qui donne son opinion sans plus sourcer ou sur base d'arguments factuels. Alors ça, c'est un gros red flag et il faut faire attention. Ouais, mais il faut être formé pour ça. Mais il faut être formé. Mais c'est dur, hein. C'est pour ça que c'est aussi dur de lutter contre la désinformation. Ouais. C'est facile. Ça me fait penser, il y avait un sujet de vidéo que j'avais fait et j'avais trouvé une ressource d'une personne sur Instagram, un compte en santé français. Je préciserai pas lequel. Et puis j'avais trouvé donc des informations qui m'intéressaient pour moi explorer, mais c'était un post Instagram, tu vas pas bien loin, donc je vais voir les sources. Et les sources, des sources très sûres, etc. Mais rien à voir avec le post Instagram. Bah oui, parfois ils font ça aussi. Et là j'étais comme, mais ce compte, en fait, il est bon ou il est pas bon? Parce que là, oui, cette personne a mis des sources, mais c'est pas les bonnes. Et donc, est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que c'est juste un mauvais copier-coller? Puis j'ai pas le temps d'aller vérifier tous les posts que t'as fait, tous les 10 derniers posts que t'as fait pour vérifier si c'était celle-là, cette erreur. Et donc c'est extrêmement difficile, quoi. Extrêmement difficile. Ouais, c'est dur. C'est dur. Mais pour revenir à cette affaire de crédibilité, donc moi je forme beaucoup de chercheurs et de chercheuses à faire de la vulgarisation scientifique. Et leur plus grande crainte, justement, c'est de pas être crédible. Et en général, comment est-ce qu'ils ont peur de ne pas être crédibles? C'est simplement sur l'apparence et c'est sur le fait de se mettre en scène, comme toi tu le fais, de ne pas avoir peur du ridicule, etc. Est-ce que pour toi, ça a été une question à un moment donné de te dire, si je m'affiche comme ça, je vais faire passer le mauvais message? Ou est-ce que pour toi, vraiment, comme tu l'as dit, c'était une façon de relaxer et de mettre de la distance et que finalement, pour toi, c'était une aide? Parce que j'essaie de trouver d'expliquer aux chercheurs qui peuvent être un peu plus relax quand ils communiquent. Et donc, je voudrais avoir ton point de vue là-dessus, sur cette peur de la perte de crédibilité par la mise en scène et par le passage à la caméra, quoi. C'est une bonne question. Je ne me suis pas trouvé la question parce qu'en fait, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur de manière générale. C'est toute l'histoire de ma vie, que je sois déguisée ou pas. J'ai toujours l'impression de... Comme quoi, même avec 2 doctorats. Ou de pas être légitime, tu vois, et de me demander pourquoi j'ai la chance de travailler avec des gens comme ça. Enfin, tu vois, c'est tout le temps une remise en question permanente. Et c'est juste qu'en fait, je suis comme ça dans la vraie vie. Je me déguise pas toute la journée, mais j'aime bien rigoler et j'aime pas me prendre au sérieux. Ça, c'est vraiment un truc. Et j'ai jamais aimé ça dans la recherche quand j'étais en académique et même dans le privé. Enfin, dans le privé, c'était un peu plus détendu, mais j'aime pas les gens qui se prennent au sérieux parce qu'ils ont des diplômes. Ça me surgonfle, vraiment. Et ça a toujours été comme ça. Les gens qui en prennent le melon parce qu'ils sont profs de je sais pas. Tu vois, et en fait, on peut rigoler, on peut avoir des diplômes et présenter les choses de manière fun. C'est parce que tu parles d'un truc sérieux que tu es obligé d'avoir une tête d'enterrement et enfin bref. Et en fait, c'est devenu naturellement de fil en aiguille. Après, j'ai pas commencé directement en disant coucou, c'est moi, je suis déguisée, regardez-moi. C'est venu petit à petit. Et puis après, quand t'as des bons retours positifs, tu vois, en fait, ça t'encourage à continuer, ça c'est clair. Après, la peur du ridicule, franchement, j'ai jamais eu peur du ridicule de manière générale. J'ai un gros sens de l'autodérision dans ma vie en général. Et puis le fait qu'il y ait beaucoup eu de trolls au début, surtout quand je parlais de vaccins, de Covid, etc., qui essayaient de me décrédibiliser, qui essayaient de m'attaquer personnellement, qui essayaient de me faire peur, tu vois, de me déstabiliser. Je dis ok, vous voulez foutre de ma gueule? Bah ouais, bah ok, mais moi je vais me foutre de ma propre gueule. Comme ça, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Je suis déjà ridicule. Qu'est-ce que tu veux rajouter en plus? Bah rien du tout, tu peux rien. C'est un peu une protection aussi, donc. C'est un peu peut-être une protection, mais c'est aussi un moyen fun, tu vois. Je le fais pas en mode bouclier, etc. Mais ça a été pour moi une protection, je pense, indirecte, clairement. Parce que qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse de plus? J'avais déjà des formats ridicules, donc je pouvais pas me ridiculiser plus que ce que j'étais. Donc voilà, autant rire, au mieux vaut en rire qu'en pleurer. Ouais. Donc pour toi, c'est drôle parce que tu vois, c'est plus une forme de protection finalement. Ouais, une forme de protection. Protection et ton naturel. Et c'est une forme de protection aussi contre la lassitude J'avais peur de devoir arrêter parce que ça finissait par devenir trop sérieux.
et trop comme du boulot que je fais déjà toute la journée et que j'avais pas forcément envie de faire ça le soir à 22h dans mon canapé, tu vois. C'est ça, parce que tu travailles aussi. Ouais, c'est pas mon métier c'est pas ton principal, métier. hein. Je fais ça en plus. Et toute la journée, bah, évidemment, au boulot, t'es sérieux, etc. Tu parles maladie infectieuse, t'écris des papiers. Moi, j'écris des papiers scientifiques qui vont sur PubMed après. Donc, tu vois, faut que ce soit carré, rigoureux. Donc, la vulgarisation, c'est complètement différent. C'est un monde différent. Donc, je me suis dit, si je veux continuer ça de manière, garder ça de manière fun, comme un hobby, il faut que faut que moi, ça me plaise. Il faut que moi, le format, il me plaise et que ça me convienne. Et en fait, c'est ça qui me fait marrer. C'est, pour moi, ce que j'adore faire, c'est tourner les vidéos, avoir un plan, tu vois, commencer à me dire, je vais faire ça, et d'avoir toute l'idée de la vidéo, la monter, etc. Et après que ça donne le produit que tu avais imaginé, ça, c'est cool. Et alors que si c'était juste une lecture, tu vois, comme dans un amphi, il y aurait pas ce côté montage, fun, bien sûr. Effets, etc. Enfin, voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu as l'impression que le fait que tu vulgarises sur les réseaux, ça a influencé aujourd'hui la façon dont tu écris tes articles sérieux pour ton travail? Pas du tout. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Non, parce que c'est complètement deux choses différentes. Quand tu t'adresses à des scientifiques et que tu t'adresses à un large public, c'est pas du tout la même façon. Puis l'écriture scientifique, ça reste très carré, très... Il n'y a pas 36 façons de le dire. Il y a une façon de le dire. Il n'y en a pas 36. T'as des mots que tu n'utilises pas, que tu utilises dans le langage courant. Donc non, ça n'a rien changé du tout. Ça m'a peut-être fait gagner en confiance en moi, peut-être à la limite. Ça atténue mon syndrome de l'imposteur. Je crois que c'est ça. C'est plus de ce côté-là que sur mon travail quotidien. Ton travail sur les réseaux a plus atténué ton syndrome de l'imposteur que ton travail avec les scientifiques. Ouais. C'est fou ça. Ouais, parce que quand j'étais doctorante, même postdoc, franchement, c'était... Doctorante, ça s'est bien passé, hein. J'étais dans un super labo et je m'entends encore très très bien avec eux, mais postdoc, j'ai vraiment pas eu des bonnes expériences. Ça a été très très compliqué. Le fait que j'ai des enfants, le fait que... Ouais, ça a été... Ils m'ont mis la misère. Ah ouais. Ils m'ont mis la misère. Ça a été dur de se sentir au niveau tout le temps, alors que même si tu vois, tu prouves par A plus B plus C plus D que t'es au niveau et que d'ailleurs ils veulent te garder, donc quelque part ils ont rien à te reprocher. T'as toujours un petit tacle par-ci par-là, qui te refait dire en fait je t'ai pas. Ouais, non, ça a été dur. On m'a dit clairement que le fait que j'avais des enfants, je pouvais pas avoir de poste de prof. Je l'ai entendu, ça. Aux États-Unis ou en France? Aux États-Unis? Ah ouais. Que je pouvais pas espérer une grande carrière dans l'académique. Eh ben écoute, l'avancement du travail des femmes se porte bien. Non, mais je l'ai entendu, vraiment. C'est fou, quoi. Ouais. C'est quand je suis tombée enceinte dans mon deuxième labo, on m'a mis l'enfer. Bah, c'est bien, quoi. Bien avancer une grossesse. Ah oui, à ce point-là. Ouais. D'où le fait peut-être que tu sois dans le privé. De 5 mois, j'ai trouvé un boulot. En 5 mois, je suis partie. Ouais. Parce que c'était possible, de toute façon. Je suis étonnée, donc du coup, c'est sûr que quand t'as déjà un problème de syndrome de l'imposteur à la base, que tu vis 4 années de postdoc un peu compliquées, où on te fait pas sentir à ta place. C'est un peu compliqué après de regagner confiance en soi et pourtant aujourd'hui ça se passe très bien. Enfin, tu vois, tout le monde valorise mon travail, etc. Mais t'as toujours cette petite voix là dans la tête qui arrête pas de revenir en disant faut faire plus. Enfin, moi je me fatigue toute seule là, franchement. Mais c'est pour ça que les réseaux ça a été un peu une thérapie. Franchement, je sais même pas si c'est vraiment le mot, mais c'est une thérapie pour ce genre de truc, de se dire en fait si je suis capable de faire des trucs cool. Tu vois, le fait de se confronter parce que quand t'es dans un monde enfermé de scientifiques entre tout, tu vois que des gens, des profs, tu vois des conférences, ils sont tous super dans leur domaine, etc. Toi, t'as l'impression d'être le petit là-dedans, au milieu de tout ça, et parfois c'est un peu dur de te valoriser, quoi, tout simplement, et de dire, non, tu fais du bon boulot. Quand t'écris des grants pour le NIH,
et que t'as pas ton nom sur les grantes et que c'est le prof qui récupère l'argent. Ah oui, c'est toi qui les écris, il y a tu pas vois ce que ton je veux nom. dire? C'est dur après de te dire, mais en fait, c'est moi qui les ai écrits. Il y a aucune preuve de ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est, je dis, peut-être qu'en fait, enfin, bref, ça tourne. Ça tourne tout le temps là-haut. Ouais. C'est l'aspect, finalement, est-ce que c'est pas l'aspect absence de hiérarchie qui soulage le fait d'être sur les réseaux et de communication sur les réseaux aussi? Si, je pense qu'aussi le fait que je sois toute seule, indépendante, ça m'a... Ouais, c'est moi qui prends mes décisions, c'est moi qui décide avec qui je veux travailler, c'est moi qui... Ouais, je suis responsable. Autant je suis responsable de tout, en fait. S'il y a des erreurs, c'est ma responsabilité, mais s'il y a du bon, c'est aussi ma responsabilité. Et c'est vrai que c'est agréable. Alors parfois, le problème, c'est qu'après, du coup, t'es tout le temps en proie au doute. Toujours en train de surpenser les trucs. Parce que tu peux pas en parler avec quelqu'un, puisque t'es tout seul. Parfois, c'est un peu dur. Mais de dire, est-ce que je devrais faire ce sujet-là? Est-ce que ça c'est un autre problème. Mais c'est vrai que quelque part, et de se dire, j'ai réussi un truc par moi-même toute seule. Tu vois? C'est cool. C'est cool. C'est intéressant, ça me fait me poser la question si moi aussi je suis dans ce cas-là, parce que quand j'ai fait mon doc, à la fin de mon doc, j'ai vraiment, moi la hiérarchie, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, et puis une personne qui va être un ponte dans mon domaine, je vais le tutoyer, s'il me tutoie, je le tutoie. Et, ou alors, en tout cas, j'ai pas je veux pas instaurer cette hiérarchie de personnes. T'es peut-être meilleur que moi dans ton domaine, mais humainement, on est à égalité, quoi qu'il arrive. Et du coup, je me demande si cette vision que je l'ai construite parce que je faisais de la communication scientifique, ou si elle était déjà là et c'est pour ça que je fais de la communication scientifique. Donc le fait de t'entendre parler là-dessus, je suis comme, ah tiens, c'est marrant, j'avais pas pensé à ça, mais est-ce que l'un a influencé l'autre? Et dans quel sens? Je sais pas. C'est possible. Enfin, c'est vrai que c'est dur. Faudrait faire une vraie introspection pour réfléchir à ça. Mais, moi, parfois, je sais pas, je me pose pas trop de questions. C'est vrai que j'avance petit à petit, sans trop me dire réfléchir pourquoi j'ai fait ça. C'est vraiment de fil en aiguille. Et après, c'est vrai que tu peux faire toute une analyse autour de ça, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir s'il y a des points communs chez les vulgarisateurs et qu'on se retrouve, tu vois, sur ce genre de trucs, quoi. Je reviens au fond de ce que tu vulgarises. Ouais. Donc, toi, tu travailles beaucoup sur, finalement, l'infiniment petit, beaucoup de virus, beaucoup de bactéries, ce genre de choses. Et moi, c'est un sujet que je ne traite absolument jamais. Par choix, parce que je trouve ça trop abstrait. Parce que pour moi, c'est trop compliqué à concevoir. C'est hyper dur. Et donc, est-ce que toi, tu as trouvé des astuces pour en parler? Comment est-ce que tu fais pour parler de cette chose abstraite? Ça fait partie. C'est pour ça aussi que je me déguise. Clairement, c'est une des raisons. Parce que comme tu dis, c'est abstrait, donc je peux pas prendre des objets pour lui montrer, tu vois, comment ça marche. Donc, je me suis dit, et pour expliquer comment fonctionne un système immunitaire, je vais me déguiser en cellules de l'immunité ou en virus. Et je me dis, si les gens visualisent comment ça marche de manière grossière en me voyant moi me battre avec des trucs en faisant semblant de faire le microbe crevé parce que ramasser les anticorps, je me dis au moins ça va les aider à l'immunité mémoire, des trucs comme ça. C'est hyper dur, c'est hyper abstrait comme tu dis. Enfin, c'est quoi l'immunité mémoire, tu vois? Donc il faut trouver des astuces, des analogies beaucoup pour expliquer. Et donc moi je représente dans mes vidéos comme moi je les ai dans ma tête. Tu vois, parce que quand j'apprenais quand j'étais étudiante il y a longtemps, c'était comme ça que j'arrivais à retenir des trucs. J'imaginais un peu les trucs, comment ça se passait dans le corps, tu vois. Et c'est un peu en t'imaginant des combats entre l'immunité, les virus, etc., que t'arrives après à garder ça en mémoire. Et donc en fait j'essaie juste de représenter ça de manière vivante et pour que les gens s'en souviennent. De le rendre visuel, en fait. Rendre visuel. Je pense que c'est important, faire une histoire autour de ça pour que ça ait du sens. Parce que si t'as du sens, t'as compris les mécanismes de base, alors déjà t'es moins en proie facilement aux fake news. Si t'as compris les mécanismes biologiques de base, alors tu peux forcément peut-être te dire il y a peut-être un problème là, c'est pas du tout ce que j'avais compris sur l'ADN, machin, etc. Et voilà, mais c'est vrai que c'est pour ça aussi que le format il a besoin d'être léger un peu et de visuel.
Je me trompe peut-être, mais moi, je vois beaucoup plus souvent des vidéos passées de toi où finalement t'expliques des choses genre, c'est ça, faut pas décongeler à température ambiante, telle maladie, telle maladie, telle maladie. Je vois plus passer ces vidéos-là que... Est-ce que tu fais aussi des vidéos qui expliquent genre comment fonctionne l'ADN, comment fonctionne genre la transmission de virus, comment fonctionne le système immunitaire, des choses plus fondamentales que ça, où a priori, si tu as ce savoir-là, après tout découle, tu es capable de deviner, de comprendre par toi-même comment fonctionne le reste? Est-ce que tu en fais aussi des fondamentales? J'en ai pas fait énorme. J'en ai fait beaucoup au début pour expliquer comment fonctionnaient les vaccins à l'ARN messager, etc. J'ai fait aussi vidéo sur l'immunité mémoire. Les anticorps, l'immunité passive, l'immunité active, la différence entre les deux. Si, j'en fais quand même quelques-unes, mais c'est vrai que là, en ce moment, il y a beaucoup d'actualités maladies, donc je fais beaucoup là-dessus. Ouais. En story, pas mal, parfois j'explique un truc, et en story, je précise avec les mécanismes, je mets les schémas, etc., comment ça marche. Oui, je fais, mais après, je fais pas non plus l'ADN, enfin, je fais pas trop les mécanismes biologiques basiques. Je fais plus l'immunité, comment ça marche, la latence, comment ça marche, pourquoi le virus de la varicelle est réactif, cause un zona, par exemple, comment ça marche, tu vois, il remonte les nerfs, etc. Mais c'est vrai que j'avais essayé au début, j'avais expliqué l'ADN, etc., et ça n'avait pas eu un engouement de foufou. Du coup, je crois que j'avais arrêté. En fait, parce que comme c'est pas assez concret, les gens ont dû... Tu vois, il faut que pour eux que ça ait un lien avec leur vie quotidienne, sinon j'ai l'impression qu'ils ont du mal à accrocher. Avec des étudiants, ça marcherait, mais peut-être pas avec des gens qui sont pas intéressés par la biologie en général, tu vois. C'est un truc que je trouve assez frustrant où je vois des gens qui sont des assidus de ma chaîne et qui viennent me poser une question qui est une question qui se répond juste avec du bon sens, si tu as compris, un tout petit principe de physique. Mais ce principe de physique-là, je l'ai expliqué 125 fois dans 125 cas différents. Et c'est là que tu te rends compte que pour le 126e cas, ce qui a été retenu, c'est juste la conclusion de tous ces 125 cas-là, mais pas du tout la base de ça. Et ces personnes-là pourraient devenir complètement indépendantes dans leur compréhension du monde si j'arrivais à faire passer cette couche fondamentale. Mais cette couche fondamentale-là est extrêmement dure à passer, alors que le superficiel, finalement, lui, est très facile à faire passer. Et donc, moi, j'ai cette frustration-là de ne pas arriver à faire passer Mais comme toi, la conclusion, c'est que les gens, ça les intéresse plus d'avoir l'aspect vie quotidienne, quoi, le concret. Mais j'ai le même problème, clairement. Après, je pense que c'est une question d'angle. Je pense qu'on n'a pas la même vision parce que nous, on est un peu impliqués on a été experts de notre domaine à un moment donné. Du coup, on pense que on fait des connexions assez vite entre ok, donc il y avait ce principe-là, mais après le principe, je peux l'appliquer à tout le monde, à tous les cas. Et c'est vrai qu'en fait, quand t'es pas initié, je crois que t'arrives pas à faire ce lien, forcément, et que t'as besoin d'avoir la réponse pour ceux qui apprécient tout. Et moi, j'ai souvent les mêmes questions, où je vais répondre à une question, pensant que c'était clair sur le principe, comme tu dis, biologique ou quoi, et dans les commentaires, j'aurai une question sur un truc quasi pareil, mais comme c'est pas pareil, c'est un autre exemple. On va me poser la question, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, et c'est vrai que tu te dis, oui, effectivement, en fait, il faudrait le dire pour tous les cas tout le temps. Mais enfin, ça, tu peux rien faire, de plus que expliquer. Et comme tu dis, après, c'est de l'école, quoi. C'était le principe global, ça intéresse pas forcément les gens de savoir le principe. Mais du coup, je trouve ça... C'est des exemples qui les intéressent beaucoup. Ce que je trouve d'autant plus difficile, ça veut dire que pour le public qui nous écoute sur des cas particuliers, ça veut dire qu'ils ont besoin d'énormément de mémoire pour se souvenir que tel cas égale telle conséquence, etc., etc. Tandis que nous, en fait, le travail qu'on a fait, c'est tel principe égale telle conséquence. Et donc, à partir du principe, tu me donnes n'importe quel cas, puis a priori, je vais pouvoir avoir une réponse parce que j'ai compris le principe. Mais du coup, ça repose sur le fait que le public se souvienne à chaque fois de la réponse. Et donc, on n'est plus du tout dans le même processus mental de déduction versus mémoire. Et ça, c'est un truc que je sais pas comment lutter contre ça, mais c'est sûr que les gens, forcément, ils vont pas retenir tout ce qu'on voudrait qu'ils retiennent juste parce qu'ils sont dans le processus de mémoire et non pas de déduction. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. Après, c'est aussi pour ça que je fais des vidéos courtes, très courtes.
c'est vrai que toi, t'es plus format YouTube, vidéo longue, etc. Moi, c'est des formats hyper courts, 40 secondes max. Et en général, j'essaie de mettre un take-home message principal. Après, il y a toujours des gens curieux qui veulent savoir les mécanismes et tout. Donc, dans la description, il y a toujours les mécanismes bien détaillés, etc. Mais je me dis, même s'ils retiennent 10% de l'info, mais le take-home message, alors, j'aurais gagné. Parce que parfois, il y a des gens qui se souviennent du message, genre, il faut pas décrocher la température de mode, mais qui savent plus pourquoi. Mais au moins, ils savent qu'il faut pas le faire. Donc, ils vont pas le faire. Ouais. Donc, ils vont se protéger la famille. Enfin, puis tant pis, si tout est pas acquis, au moins, l'essentiel est... Et après, je fais souvent des vidéos sur les mêmes thèmes. Pas toutes les semaines, hein, mais comme ça revient, après, c'est récurrent. Après, peut-être qu'à chaque vidéo, ils apprennent un petit truc, et petit à petit, tu vois, toute l'histoire va peut-être être retenue dans la tête, et voilà, c'est à force de répéter, peut-être ça marche. Ouais, tout à fait. Je fais partie de ce public-là où moi, ton domaine, je le connais pas du tout. Et c'est trop abstrait pour moi. Et donc, je suis dans ce mécanisme de mémoire et non pas de déduction. Ouais. Et donc, alors, je savais déjà qu'il fallait pas faire dégeler à température ambiante. Ça, j'avais été formée. Mais sur le temps passé entre une fois que tu fais refroidir et puis mettre au frigo, ce genre de choses. Puis, genre, à chaque fois, je suis comme, non, Océane, elle a dit, il faut mettre au frigo. Et puis, mais quand on me dit mais pourquoi, et là je peux plus l'expliquer. j'ai souvenir d'avoir vu ta vidéo, puis ok, non, c'est vraiment important de mettre au frigo rapidement, puis de pas laisser toute la nuit à refroidir, mais je peux plus l'expliquer. Mais bactéries développent pas bien. Tu vois, tu vas recevoir mon livre et ça sera écrit dans mon livre. C'est ça. Tu peux regarder. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas facile d'avoir le mécanisme quand c'est pas ton domaine. C'est ça que je me rends compte. Moi, c'est vrai que chez moi, la microbio, c'est toute ma vie depuis des années. Donc c'est très logique. Mais c'est vrai que quand tu baignes pas dedans, c'est dur. Et c'est pour ça que parfois, j'ai besoin aussi que les gens me posent des questions, parce que moi, je sais même plus par quel angle il faut attaquer le sujet, parce que ça me paraît tellement moins logique, parce que je baigne dedans, que je sais même pas où sont les interrogations, où sont pas les lacunes, mais le manque d'informations dont les gens ont besoin pour répondre. Voilà, ouais, parce que t'as tes œillères, et puis il faut qu'on t'ouvre les œillères pour te dire non, mais ça, en fait, les gens savent pas. Ouais. Et c'est ça qui est dur et c'est ça qui est dur, je pense, pour les scientifiques, de vulgariser. C'est quand t'es trop expert dans un domaine, t'arrives même plus à savoir comment vulgariser, ni même quelles sont les questions du grand public, parce que t'es trop dans le précis, le détail, le machin. Tu dis, mais attends, en fait, c'est quoi les questions que vous posez sur mon sujet? Genre, je sais même pas, en fait, parce que vous savez pas. Et ça, c'est pas évident. Il y a une chercheuse que je connais qui travaille sur le stress. Le stress humain, et elle écrit des livres, et pour ses livres, elle va sur Facebook et elle dit posez-moi des questions. Ouais, c'est ça. Et elle écrit son livre à partir des questions qui lui ont été posées par le public. Exactement. Mon livre, c'est un peu comme ça que je l'ai écrit, parce qu'en fait, je fais souvent des boîtes à questions, à force de recevoir tout le temps les mêmes questions, ça me permet d'organiser, de structurer avec vraiment questions, réponses, pour que si jamais tu es intéressé par ce sujet-là, tu as la réponse aux questions dans le livre. Ouais. Oui, ton livre, c'est une mine de petites questions-réponses de la santé du quotidien. C'est des questions que j'ai eues, en fait, sur Instagram. Clairement, c'est des questions qui reviennent souvent. J'ai pas pu tout mettre, je pense qu'il y en a sûrement que j'ai oublié. D'ailleurs, j'arrête pas de noter des questions si jamais je fais un deuxième livre. Mais c'est vrai que c'est souvent des questions qu'on me pose tout le temps. Enfin, c'est vrai que c'est tout le temps les mêmes questions. Enfin, souvent. Ouais. Souvent. C'est souvent les mêmes sujets qui reviennent et souvent les mêmes questions. Comment est-ce que tu gères le fait que dans le milieu de la santé, je suis sûre que tu as déjà entendu cette critique-là, que les recommandations, elles évoluent aussi un petit peu avec le temps. Et donc, comment est-ce que tu gères le fait que ce que tu dis maintenant, tu peux le dire, devient obsolète, quoi. Ouais. Comment est-ce que tu gères ça, finalement? Ou en tout cas, quand on pourrait te répondre, ouais, non, mais dans 2 ans, on va me dire que c'est bon, je peux laisser mon plat refroidir hors du frigo, tu vois. Non, je pense qu'on ne dira pas, mais sauf si on invente une maison réfrigérée, mais ça va être compliqué. Alors, ouais, moi j'explique que les recommandations telle année, c'est ça. Après, j'explique aussi toute la rationnelle derrière la recommandation, donc tout ce qui est mécanismes biologiques qui ne changeront pas, à moins qu'il y ait
découverte qui change toute la microbiologie, ce que je doute vraiment. Donc, ok, les recommandations peuvent changer, mais au final, la racine de tout ça, elle restera inchangée. Comme, par exemple, c'est ce qu'on disait, la vaccination contre la varicelle, elle n'est pas recommandée d'office en France, alors qu'aux États-Unis, elle est obligatoire pour aller à l'école. Alors, j'explique la différence entre les deux pays sur le fait que c'est juste un point de vue de recommandation de santé publique, tu vois, mais que la rationnelle de la maladie, elle n'est pas différente aux États-Unis et en France. Ouais. C'est juste la recommandation qui change. Mais ça, j'y peux rien. Après, ça peut très bien changer, mais au moins... Mais par contre, la maladie en elle-même, elle changera pas. Ça sera toujours la varicelle, ce sera toujours des risques de complications, ce sera toujours... Après, ça peut créer un zonal. Le vaccin, pour l'instant, il y a que celui-là, et il marche comme ça. Et si un jour il est recommandé, il marchera toujours comme ça. Mais c'est vrai que voilà, après il y a des trucs qui deviennent forcément obsolètes. Par exemple, j'ai fait un truc sur le VRS au moment avant que VRS, c'est quoi? Le virus respiratoire syncytial. Okay. C'est ce qui cause les bronchiolites chez les bébés l'hiver. D'accord. Et j'ai mis un petit paragraphe justement pour dire qu'il y avait un nouveau traitement préventif qui allait sûrement être mis sur le marché à la rentrée. Et alors, il n'était pas sur le marché, et là maintenant il est sur le marché, il est disponible. Donc, il est quelque part, il y a toujours un truc qui change, mais voilà. Si je devais le réécrire maintenant, j'en parlerais plus, parce que maintenant il est disponible, tu vois. Mais ça c'est comme ça. Après, c'est vrai que de manière générale, il n'y a pas trop de différence. Ça évolue pas si vite que ça, de toute façon, ça c'est sûr. Mais ça peut toujours évoluer, clairement. Hein. C'est sûr que... Je pense que c'est cette problématique, encore une fois, de n'écouter que les conséquences sans en comprendre les causes. Ouais. Comme, tu sais, tu dis ça changera pas le fait qu'il faut mettre au frigo son plat pour la nuit, tu vois. Mais c'est parce que pour toi, le principe qui est derrière, il est tellement établi que ça, il n'y a aucune chance que ça change. Mais par contre, les recommandations de « Ah, faut boire un verre de vin par jour, ça vous fait... » Tu vois, sur ce genre de choses... Où là, finalement, c'est sûr que ça peut plus évoluer parce que les mécanismes sont pas aussi directs. Puis... Je pense que, quand t'es dans la nutrition, des trucs comme ça, c'est un peu plus, incertain, tu vois. C'est vraiment en pleine évolution. En plus, les recherches sont en plein boom, etc. Tout ce qui est microbiote, par exemple, tu vois, c'est des trucs en plein boom, etc. C'est vrai que les maladies infectieuses, de manière générale, à part les nouvelles maladies ou les maladies émergentes, réémergentes, donc on n'est pas forcément toujours... il y a plein de choses qu'on doit apprendre, etc. Ça reste des maladies qui existent depuis très longtemps, qu'on connaît quand même très très bien. Après, des nouveaux moyens de prévention, des nouveaux moyens de traitement, etc. vont sûrement voir le jour. Par exemple, je pense le VIH, etc. Il y a plein de trucs qui évoluent en permanence. Mais les données actuelles, ça reste ça. Et c'est vrai que ça évolue pas. Malheureusement, la recherche évolue pas si vite que ça. Donc, ça sera pas obsolète tout de suite. Mais bien sûr, c'est tout ça. Et d'ailleurs, j'en parle parce que j'ai toute une partie à l'intro sur la méthode scientifique, sur l'évolution du consensus, comment ça marche, etc. Et je dis que le consensus évolue au cours du temps, au fur et à mesure qu'on a des nouvelles découvertes. Et c'est pour ça que les recommandations de santé changent. C'est dès qu'on a des nouvelles informations et qu'elles ont un niveau de preuve solide, alors éventuellement on peut adapter les recommandations. Mais sans preuve, on peut pas changer. Bien sûr. Comme tu dis, c'est aussi dépendant de la localisation. On a des recommandations différentes sur la rubéole, rougeole, je sais plus, entre le Québec et la France. Ah ouais. Et donc, je sais que là, c'était différent là-dessus. Puis, quand j'en ai parlé à ma famille en France, c'est comme, quoi, t'as pas été dépisté pour le rubéole ou rougeole, je sais plus. Je dis, non. Mais c'est parce qu'en fait, au Québec, de ce que j'ai compris, c'est plus un problème parce que tout le monde a été vacciné. Donc, en tout cas, je dis peut-être des bêtises, vérifier. Non, je n'ai pas sourcé cette information. Différentes, même tout ce qui est test toxo, tout ça, c'est pas forcément ce qu'on fait ici alors qu'on le fait en France. C'est vrai que c'est des questions que les gens posent. Hein. Pourquoi est-ce qu'on teste du coup, ils ont l'impression qu'on leur ment ou qu'on leur cache des trucs parce que c'est pas universel. Mais en fait, chaque pays est indépendant, chaque pays décide. Ils ont une politique de santé publique différente. Ça reste au final, quelque part, il y a de la politique là-dedans. Il n'y a pas que des faits. C'est basé sur des faits, on est d'accord. Mais il y a aussi une politique de santé publique derrière tout ça,
que moi je maîtrise pas du tout d'ailleurs, hein. Tout ce qui est santé politique, je peux juste expliquer la rationnelle derrière ça, derrière leurs décisions, mais je peux pas expliquer tout ce qui est coût, santé, bénéfice, tout ça, moi c'est un truc qui me dépasse un peu. Mais c'est vrai que chaque pays décide du coup pour sa population en fonction de la prévalence des infections, en fonction du coût, bénéfice, bénéfice-risque. Enfin, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour prendre des décisions que bah forcément c'est pas uniforme d'un pays à l'autre. Je vais terminer avec une dernière question. J'aurai encore plein de questions, mais le temps file. Justement sur cette partie opinion. Ouais. Parce que toi, tu donnes jamais ton opinion. Je veux pas. Ce que je comprends. Tu peux pas. Comment ça, tu peux pas? Je veux pas. Je veux pas me mettre là-dedans. Ouais. Moi, j'ai décidé des fois de donner mon opinion, mais je fais une grosse scission dans la vidéo pour dire ok, ça c'était les faits, maintenant voici mon opinion, comment est-ce que j'interprète les faits. Donc toi tu veux pas donner ton opinion, mais est-ce que tu arrives à suivre toutes les recommandations que tu donnes en tant que toi personne? J'essaye, ouais. Surtout tout ce qui est hygiène alimentaire, c'est vrai que j'essaye. D'ailleurs mon mari dit que je suis super relou, mais non, j'essaye vraiment. J'essaye. Après, moi, je vis aux États-Unis, donc j'ai pas les mêmes recommandations qu'en France. Par exemple, mes enfants sont vaccinés contre la varicelle, alors qu'en France, on vaccine pas. Mais c'est parce que je vis aux États-Unis. De toute façon, c'est comme ça. Donc, je me suis pas trop posé la question. Mais oui, je suis les recommandations de santé publique, évidemment. Ok. Ça veut dire que même si tu veux pas partager ton opinion, t'as quand même cette si tu les fais toi-même en tant que personne, c'est que tu les partages quand même un petit peu au minimum. C'est du bon sens. C'est aussi les décisions de santé publique, elles sont basées sur des preuves. Alors mes décisions vont être basées sur des preuves aussi, et ça va être les mêmes. Donc forcément. Ça veut dire que t'as jamais de critiques sur les opinions, sur les politiques de santé publique? Si. Tu trouves toujours qu'elles sont bonnes? J'ai des critiques surtout sur certaines différences. Ouais. Notamment le vaccin entre les pays, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Okay. Voilà. Je suis très contente que mes enfants soient vaccinés, si tu veux. Moi, je l'ai eu à 16 ans. Ouais. Je m'en souviens très bien. Ouais. Moi, je l'ai eu, j'ai encore une preuve, je pense. Donc, la varicelle, c'est... Bon, c'est comme ça. Tu peux pas... Je travaille pas pour le gouvernement français, hein, donc... Non, bien sûr. Ni pour la Haute Autorité de Santé, mais je peux juste expliquer pourquoi il y a une différence entre les deux et pourquoi ils ont décidé ça. Mais moi, j'ai travaillé sur la varicelle et zona en plus. J'étais chercheur c'est vraiment ta spécialité. Sur ce virus-là, donc je suis particulièrement concernée. Okay. Mais c'était... Voilà, après, c'est comme ça. Okay. Il n'y a pas tant de différence que ça entre les pays non plus. Hein. C'est vrai que je pointe du doigt les différences, mais de manière globale, c'est souvent les mêmes recommandations quand même. C'est assez proche. Parfois, il y a un rappel de moins, un rappel de plus dans un pays où les âges sont pas les mêmes, etc. Mais pour les vaccins, en tout cas, mais de manière globale, franchement, c'est quand même souvent la même chose. Ok. Est-ce que c'est un... Là, ce sera vraiment ma dernière question. Est-ce que c'est un problème pour toi, tu penses, de vivre aux États-Unis, vivre en Floride, alors que ton audience est en France? Qu'est-ce que ça change dans la façon dont tu crées ton contenu? Qu'est-ce que ça change? Alors, quand je crée mon contenu sur les réseaux, ça change pas grand-chose. Ouais. Parce que je suis chez moi et que de toute façon, en France, je serais pareil. Le seul truc que ça change, je pense que Vivien en a déjà assez parlé comme ça, c'est que quand il y a des événements ou que tu es invité à des trucs super cool, tu peux pas y aller. Et ça, mais t'as pas l'impression que ça te protège aussi un petit peu du public? Ça me protège un peu. C'est vrai que quelque part, je suis un peu dans ma bulle, je suis un peu sur mon île. Je me rends peut-être pas trop compte de l'impact que j'ai. Je me rends peut-être moins compte. Parce que quand je rentre en France, c'est vrai que c'est marrant, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue et j'ai pas du tout l'habitude parce qu'ici évidemment personne ne me connaît. Ça risque pas. Et ça fait bizarre parce que parfois je suis gênée quoi, tu vois, genre ah oui c'est vrai, j'ai un compte Instagram, j'avais oublié. Mais ça c'est marrant, et en même temps ça fait plaisir parce que tu vois tu discutes avec des gens et tout, mais j'ai pas l'habitude du tout parce que le reste de l'année personne ne me connaît. Bien sûr. Et puis c'est vrai qu'on rate pas mal d'obligé de dire non à des trucs, vraiment des projets super sympas, t'aurais trop aimé participer, et tu peux pas y aller parce que tu es trop loin et voilà. Alors après t'as toujours le moyen, t'arrives toujours parfois à t'arranger,
quand même venir. Là, j'ai une conférence en novembre à Paris. Je vais arriver à y aller. Mais 80% du temps, je peux pas aller. Ouais. Donc ça, c'est un peu frustrant parfois. Donc c'est plus sur l'aspect social finalement de la chose. Ouais, l'aspect social et l'aspect opportunité de rencontrer des gens. Je parle même pas d'autres influenceurs forcément ou de créateurs de contenu. C'est plus l'opportunité de, je sais pas, moi l'autre fois j'avais été invitée au ministère de la Santé, des trucs comme ça, tu vois. Et j'ai pas pu y aller. Des trucs pour rencontrer, en plus c'était hyper intéressant. C'était pour rencontrer des jeunes filles qui voulaient faire de la recherche, etc., tu vois, et discuter, faire une table ronde, etc. Et bah, j'ai pas pu. Enfin, c'est des projets moi qui me motivent vachement, tu vois, et j'ai pas pu y aller. Bon. C'est le revers de la médaille d'être loin. C'est le revers de la médaille. L'avantage, c'est que du coup, effectivement, t'es loin de tous les gens qui peuvent pas te voir. Donc t'as pas trop la haine, tu ressens pas ni la haine, ni le soutien, du coup, parce que tu vois que le soutien via les écrans, mais c'est tout. Donc, c'est voilà. Tu serais peut-être à temps plein sur les réseaux sociaux si t'étais en France pour pouvoir participer à toutes les activités. Je sais pas. C'est vrai que j'ai déjà du mal à tout faire, alors je sais pas si en fait j'arriverais à tout faire si j'étais en France. Mais... Ouais. Who knows? C'était Ainsi Bon Terme, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager ce podcast depuis la plateforme de laquelle vous l'écoutez. Et puis nous on se retrouve pour un prochain épisode la prochaine fois. Bye.